Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Jean-Claude, bonjour. Bonjour, vous êtes avocat, président du Forum Transatlantique. Bonjour à vous. François Monboisse, bonjour Valérie. Ravi de vous recevoir et de vous revoir. Ça faisait un petit moment que vous n'étiez pas là, président de la FEVAD, c'est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Bonjour à vous. Bonjour. Et nous attendons Mickaël Darmon, qui ne devrait pas tarder à arriver, journaliste chez i24 News et qui a publié Le Pape et la Matriarche aux éditions Passé Composé. On va revenir sur le salaire de Carlos Tavares. On va revenir sur le sondage autour d'Emmanuel Macron, notre balise IFOP fiduciale pour Sud Radio qu'on n'a pas eu le temps de commenter hier. Et puis la fin des aides à l'embauche des alternants. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Jean-Claude, avec vous, c'est d'actualité. Oui. En région parisienne, alors un petit peu de soleil. On va commencer à vivre les Jeux Olympiques puisque la flamme olympique est partie aujourd'hui. Je pense que même avec partir parce qu'avec le décalage horaire, absolument. C'est 10h30 à Athènes. Donc je pense que c'est quasiment fin parce qu'il est déjà plus de 10h30. Et puis surtout qu'il y a la première porteuse quasiment, c'est Laure Manodou, championne en 2004. C'était il y a 20 ans. Et puis, c'est l'occasion de dire bravo Laure. Et puis, c'est agréable de la revoir. Je suis d'autant plus sensible que j'ai fait de la natation de compétition, mais à un très modeste niveau. Mais je garde toujours un bon souvenir de mes séances piscine. Voilà. Alors, écoutez, ce matin, Gilles Gansman nous a passé dans le zapping un son à propos de l'allumage de la flamme. C'est très particulier. Oui. Écoutez. Bienvenue dans le sanctuaire d'Olympie. C'est ici, il y a 2800 ans, que se sont tenus les premiers Jeux Olympiques antiques. C'est sur cette piste que les athlètes grecs participaient aux compétitions. Et comme le veut la tradition, eh bien c'est ici que sera allumée la flamme, celle de Paris 2024, lors d'une cérémonie en présence de centaines d'invités et de spectateurs. Vous voyez, les derniers préparatifs sont en cours. Le premier moment fort de la cérémonie, c'est la naissance du feu, à cet endroit, devant le temple d'Héra, avec une méthode ancestrale, uniquement grâce aux rayons du soleil. Vous comprendrez donc aisément pourquoi les organisateurs espèrent qu'il fera très beau ce matin. Voilà, donc ça je l'ai appris ce matin. Absolument. Je ne savais pas que c'était vraiment les rayons du soleil qui devaient allumer cette flamme. Vous le saviez, François Monboisse ? Je l'ai entendu ce matin aussi. Bon, voilà, on apprend plein de choses. En tout cas, c'était un coup de cœur de circonstance. François, on reste dans le sport avec vous. C'est un peu plus politique. C'est une vidéo que j'ai vue sur Internet, sur Twitter, qui est assez étonnante. C'est un demi-marathon à Pékin, où comme d'habitude dans les demi-marathons, les marathons, il y a des Tanzaniens, des Éthiopiens, des Kenyans en tête. Il y a 3 Kenyans qui sont en tête facilement, et puis à la fin, on les voit qui ralentissent, on comprend pas bien pourquoi. Il y a un Chinois qui arrive, et les 3 Kenyans, on le voit vraiment, se tapent sur l'épaule et laissent le Chinois gagner à Pékin. Alors je sais pas quelle est l'aide exactement de la Chine au Kenya, mais c'est quand même la première fois dans une course comme ça qu'on voit un sens politique pour laisser gagner un pays par rapport à un autre. Et on est vraiment sûr de ça? Ah oui, quand on voit les vidéos, c'est évident. On voit la différence de rythme entre les 3 Kenyans et le Chinois qui fait ce qu'il peut. Le coureur chinois, c'est bien, il court, il fait la course de sa vie, mais les autres, ils sont en roue libre et ils le laissent passer. Bon, oui, j'espère qu'il gagnera aussi lorsqu'il y aura le marathon de New York ou de Nairobi j'espère surtout que pour les JO on va pas voir ça. Qui est pas ça, effectivement. Vous avez compris la boutade. Oui, bien si sûr. Les pays du sud global, comme on dit, laissent gagner des athlètes russes, pourquoi pas, ou des athlètes chinois, là les Jeux Olympiques, ça va être bizarre. Et dans un autre genre, mais on reste dans le sport. Alors je crois que c'est lors d'une compétition universitaire. C'est une femme trans qui qui courait avec des femmes. Donc c'est un homme transformé en femme et qui bat un record, établit un record et est très très loin devant. Ça pose la question effectivement. Non, ça la pose pas. C'est lamentable. Ça s'arrête tout de suite. On élimine. Est-ce qu'on va pas commencer à se poser la question, non? Attention, Sophie. Est-ce que ça pose des questions quand même? C'est effectivement transsexuels. Non, il n'y a pas de question. Ont une musculature d'homme. Non, mais il faut arrêter de faire semblant. Il y a des hommes et des femmes. Ben oui, mais les transsexuels, c'est plus compliqué. Oui, ce sont des hommes, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un vrai sujet. Oui, mais c'est un vrai sujet. En Bretagne, les trans hommes peuvent être dans les prisons de femmes. Ouais. Il y a des scandales comme ça. Il y a des violeurs qui se déclarent femmes et qui seront donc enfermés dans des prisons pour femmes.
Et là, c'est le rêve d'un violeur, quand même. Ça dépasse mon entendement. Ouais, mais c'est vrai que cette course, les images de cette course sont assez sidérantes parce que les femmes sont loin derrière. Sûr. Et cette cette femme transsexuelle. Il faudrait quand même arriver à garder un minimum de bon sens. Je crois qu'il faut arrêter. C'est plus que du bon sens, parce que c'est peut-être aussi à ce moment-là une forme d'éthique. À quoi sert de faire une course alors même que l'on sait que les jeux ne sont pas égaux de part et d'autre. Donc il faut se poser la question, est-ce que c'est gagner simplement, ou est-ce que c'est de se dire dans une même catégorie on regarde celui qui est le plus performant? Donc Ça pose question. Stéphane, un auditeur, me dit la cérémonie est en cours, mais il n'y a pas de soleil pour allumer la flamme. Donc on va attendre que la flamme arrive, comme notre ami Michael Darmon qui vient tout juste d'arriver. Souvent flamme arrive. Voilà, souvent. Quelle entrée! C'est absolument. On a le droit de dire ça maintenant? Oui, on a le droit. Je le prends. On a le droit de dire ça. Sophie, c'était un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule car l'absentéisme chez les jeunes, en particulier de moins de 30 ans, a connu une hausse de 26% vertigineuse. Au travail, c'est ça? Au travail, oui. Au travail, oui. Et il y a 1,3 million de collaborateurs absents toute l'année. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça dépend, rapporté au nombre de travailleurs. Oui, c'est absolument énorme. 6 collaborateurs à plein temps pour une entreprise de 100 personnes absents. 6 collaborateurs à plein temps dans l'année absents. 1,3 million donc de collaborateurs de l'année. Les arrêts de 90 Parlez bien jours dans le micro, plus, Sophie. Pardon. Les arrêts de 90 jours et plus sont en hausse vertigineuse d'ailleurs. C'est les plus importants. Et puis il y a vraiment un coup de gueule. C'est un chef d'entreprise qui m'en a fait part hier. C'est la hausse de l'inaptitude. Les salariés maintenant se font déclarer inaptes après cette hausse d'arrêt de plus de 90 jours. À ce moment-là, il y a la médecine du travail qui rentre en jeu. Leurs médecins, ils vont voir, ils arrivent épuisés. C'est généralement des burn-out. Dans une PME, ils arrivent épuisés et on les déclare inaptes au travail. Alors l'inaptitude, j'en ai d'ailleurs eu un cas dans mon entreprise. Il faut lui trouver un autre emploi dans l'entreprise. Inutile de vous dire dans une PME de 20 personnes que on trouve pas d'autre emploi. Et si on trouve pas d'autre emploi, on doit le licencier pour qu'il bénéficie du chômage. Ce qui est évidemment fait. Et c'est alors qu'on va au prud'homme. Parce que le salarié qui a été licencié porte plainte pour licenciement abusif. Il est forcément abusif, le licenciement. Bien sûr. Donc on a un vrai problème. Et je trouve ça très inquiétant. Sans compter que quand on recrute aujourd'hui, et y compris, je pense à l'édition en ce moment, où je connaissais des patrons d'édition qui disaient, je n'en peux plus, ils veulent 3 jours de télétravail par semaine. 3 jours. En disant, comme on est dans l'édition, on travaille sur des livres, on peut le faire chez nous. Donc, il y a une espèce de désaffection, et je trouve que cette désaffection au travail est entretenue par l'État. Elle est entretenue parce que sans arrêt, on donne 1 mois par-ci, 1 mois par-là, l'autorisation pour les femmes de s'arrêter tous les mois. Il y a sans arrêt, c'est eux qui ont encouragé également le télétravail qui a pris tout son sens au moment du Covid. C'est une question qui doit concerner le chef d'entreprise et le salarié. Donc là, on n'est pas bien du tout, on n'arrive pas à recruter. Les jeunes, effectivement, on n'y arrive pas non plus. Et en plus, on va en parler tout à l'heure, on va arrêter, pourquoi pas, je suis assez d'accord aussi, une subvention à l'alternance. Donc nous sommes tous les jours confrontés à des injonctions contradictoires et c'est très grave que nos jeunes ne veuillent plus bosser. C'est très très grave. Alors, les responsables, c'est qui? D'abord les médecins. Pourquoi personne n'en parle? C'est compliqué. Enfin, je me mets à la place des médecins. C'est pas toujours évident. Vous avez quelqu'un qui vous dit j'en peux plus. Non, Valérie, on va marquer une pause. Les médecins, on va en reparler. Il faut les mobiliser quand même. On va en reparler dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous nous retrouvons donc pour commenter l'actualité avec Michael Darmon, journaliste politique chez i24 News. Et je rappelle votre tout dernier livre, Le Pape et la Matriarche, c'est aux éditions Passé Composé. François Monboise, président de la FEVAD, c'est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique, et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du Mouvement Éthique. On va revenir sur ce
ce sujet des jeunes et du travail. Dans un instant, on va parler également emploi, si je puis dire, avec les 36 millions d'euros pour Carlos Tavares, le patron de Stellantis, qui choque, qui fait réagir. J'entendais ce matin Pascal Praud qui assez justement disait mais ça, quand c'est Mbappé qui touche le double. Qui touche le double, tout le monde trouve ça bien. La fin des aides à l'embauche et puis les 2 ans à 2 ans de la réélection d'Emmanuel Macron, 74% des Français sont mécontents. Vous vouliez réagir, François Monbois, sur ce que disait Sophie de Menton, sur la perte de motivation des jeunes, sur la perte de motivation en général, sur le travail, les gens qui veulent de plus en plus de télétravail. Oui, je crois que le rapport de beaucoup de jeunes au travail a changé par rapport à ma génération, en fait, à la génération de leurs parents. Ils sont beaucoup moins attachés à l'entreprise. Vous avez des jeunes dans le cadre ou jeunes diplômés qui quittent un travail sans avoir un nouveau travail, alors qu'ils ont un loyer, ce qui était impensable pour nous. Et à chaque fois, les parents sont angoissés, mais tu pars, mais t'as autre chose. Non, mais j'étais pas bien. Et le job de DRH est extrêmement difficile parce qu'il faut motiver des gens avec une exigence pour les grandes villes, c'est d'être 2 jours par semaine minimum chez soi. Ça, c'est considéré comme un minimum, vraiment. Et donc, ça fait 2 catégories de jobs. Les jobs où on ne peut pas le faire, et les jobs où on peut le faire. On le voit dans les magasins. Les magasins ont un mal de chien à trouver des vendeuses parce qu'elles sont payées au SMIC et elles ne peuvent pas télétravailler. Absolument. Et elles disent toutes, mais oui, mais mon copain, il a 2 jours par semaine à la maison, comment je fais, etc. Donc, c'est vraiment les bureaux, quand vous allez à la Défense, aller à la Défense à midi. C'est incroyable. La personne, on a l'impression d'être au mois d'août. Ça pose un problème. Depuis le Covid, c'est resté, exactement. Et quand on voit, là c'est un argument des écolos à Paris, ils n'ont pas tort, les tours en construction dans la tour Triangle, à 70 000 mètres carrés de bureau, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais vous vous souvenez que la ministre de l'Emploi... C'est un vrai changement. Je veux dire que c'est un vrai changement. Attendez, laissez terminer François. Il n'y a pas de responsable, c'est un état d'esprit des jeunes, et les chefs d'entreprise doivent se mettre à ça. Et pour les RH, c'est pas facile. Alors, non seulement on s'y met quand on peut, mais en plus, il y a un mal-être des jeunes qui peut correspondre d'ailleurs à ça, parce que ils sont chez eux, ok, mais il y a plus. L'entreprise est un socle avec, on communique, c'est quand même très sympa. Il y avait, etc. Et donc, il n'y a plus cette espèce de sentiment d'appartenance qui se détruit peu à peu. Et souvenez-vous qu'après le Covid, c'est quand même un ministre qui a exigé qu'on garde une journée de télétravail. Oui, enfin, il y avait des conditions particulières. Moi, je voudrais juste rappeler 2 choses. Un, c'est vrai qu'il y a un phénomène nouveau où le rapport au travail, d'une certaine manière, de manière générale, en France, le rapport au travail est particulier. Ça, c'est une chose. Oui. Deuxièmement, pour les jeunes, oui, le rapport des jeunes au travail a changé. Et bien sûr, je suis choqué lorsque j'ai vu des jeunes de 20 ans dire on se mobilise pour nos retraites parce qu'on ne pourra pas travailler jusqu'à 62 ans. Ça m'avait un peu surpris. Je dis simplement surpris. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour tous ceux qui ont un peu plus de 20 ans, on se souvient qu'avant, on restait dans l'entreprise toute sa vie, on s'honorait d'avoir fait ça. Mais est-ce que je peux terminer ? Est-ce que je peux terminer ? On s'honorait d'avoir fait toute sa carrière dans une entreprise. Avec les grandes fusions, oui, non, mais il faut comprendre, c'est pas seulement la Covid. Avec ces, oui, la vie économique, elle n'est pas faite depuis la Covid. Pardonnez-moi, Sophie, mais l'entreprise. Et c'est comme ça. L'entreprise a licencié, là où il y avait une sorte de fidélité entreprise, fidélité salarié, tout ça, c'était terminé. On est sur le temps court. Et effectivement, l'entreprise veut des gens rapidement opérationnels et les jeunes ou les moins jeunes veulent un emploi. Ils disent, on voit et puis on verra après. Donc je crois que ça, il faut tenir compte de ça. La question, c'est comment est-ce qu'on fait ? Je crois que les jeunes, en tout cas cette nouvelle génération, et quels que soient les niveaux, vous disent on a besoin, on souhaite, et c'est comme ça, donner un sens à notre vie. On a envie de quelque chose. Non, mais vous pouvez lever la main. C'est comme ça, c'est ce qu'ils disent. Et ce sont pas des gamins qui sont pas diplômés. Mais qu'on leur donne un sens à leur vie qu'elles trouvaient eux-mêmes. Non, mais attendez, ça c'est un peu raccourci. Non, donner un sens à ma vie. Non, mais ils disent pas qu'ils attendent qu'on leur donne. Ils disent je veux du sens à ma vie et qu'en conséquence, je veux pouvoir... Et le sens, c'est pas forcément le travail. Exactement. Je parle de gens qui travaillent. Je parle de gens qui ont fait parfois de brillantes études et qui vous disent aujourd'hui, là où ça ne se faisait pas avant, qui vous disent, moi je vois les choses différemment. Et si nous ne sommes pas capables d'entendre cela, et je dis pas que c'est bien ou c'est mal, c'est un état de fait, on passe à côté de quelque chose. Ça fait longtemps en plus. Moi je me souviens, il y a très longtemps sur LCI, donc ça fait déjà près d'une quinzaine d'années, d'un professeur d'université
disait, professeur de médecine, très grand professeur de médecine, qui me disait mon fils, qui est médecin, ne m'a dit je n'aurai pas ta vie, je ne serai pas praticien. Oui, mais ça je peux comprendre. Alors c'est pareil, je ne serai pas praticien hospitalier. Ne confondons pas des horaires et des vies difficiles où c'est très compliqué. Mais toutes les vies sont difficiles, Sophie. Mais toutes les vies sont difficiles. Mais non, mais il y a des métiers qui sont très durs. Mais il n'y a pas que le travail. Il y a des jeunes qui vous disent simplement, dans le rapport hiérarchique, je ne veux pas être considéré d'une certaine façon. Je disais l'autre jour à quelqu'un, en tant que jeune avocat, jamais je n'aurais, quand je me prenais une remontrance de la part d'un associé, même si c'était injuste, on acceptait à l'époque. On disait, on pousse le dos et puis ça ira. Les jeunes, par exemple, aujourd'hui, vous disent non, ça va pas, il faut qu'on se parle, etc. C'est une autre façon de travailler. Oui, mais ça on le sait. Quand on dirige des entreprises, on le sait. Et après, François Port. Je suis ravi d'assister à ce débat. D'assister. En fait, ce à quoi on assiste depuis maintenant plusieurs générations, et en particulier là, depuis l'après-Covid, c'est non seulement un nouveau rapport du sens au travail, mais qui ne se traduit pas seulement par le fait de vouloir moins travailler. C'est aussi le fait d'avoir un nouveau rapport à l'entreprise, parce qu'on demande à l'entreprise de ne pas être uniquement un objet je veux dire une entité qui fabrique un objet et dont le seul but est de la rentabilité et de commercialiser d'une manière ou d'une autre cet objet, mais également d'être porteur d'un certain nombre de valeurs, de sens qui ne sont pas uniquement liées à la démarche capitalistique. Ça, on dit que c'est au fond, on accuse les jeunes et on dit c'est le rapport des jeunes qui ont un rapport maintenant de diminuer au travail. Mais attention, il ne faut pas oublier que ça a été également encouragé par les pouvoirs publics. La loi Pacte, qui est passée par Bruno Le Maire lors du dernier quinquennat, a changé l'ADN de l'entreprise. C'est inscrit dans la loi. Que maintenant, et d'ailleurs on le voit bien, mais les chefs d'entreprise font attention parce que dans leur business model, dans leur capacité de pouvoir être rentable, dans leur capacité de pouvoir être coachés par les agences de notation financière, il y a maintenant toutes les valeurs qui sont maintenant liés, le supplément d'âme des entreprises, liés pas seulement au capital humain, le rapport à l'environnement, le rapport au pacte social, la manière dont effectivement les relations sont organisées, à tel point qu'effectivement, et évidemment beaucoup de chefs d'entreprise l'attestent, ce sont eux maintenant qui passent les entretiens d'embauche. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les candidats au travail qui viennent tester les salariés en disant, les patrons en disant, votre entreprise, dites-moi quelles sont ses valeurs, quel est son dispositif de télétravail, mais pas seulement. On verra quel type de contrat je peux avoir. Je ne suis pas certain de venir, et qui laisse pantois les recruteurs et les chefs d'entreprise. J'ai un salarié, je te dis juste j'ai des miles. À côté de ça, il y a un autre phénomène auquel on assiste et qui m'a beaucoup marqué en 2022, l'été 2022, c'était tout le mouvement de fronde des jeunes diplômés dans les grandes écoles, qui ont fait le serment au moment où ils venaient recevoir le diplôme et d'être au fond, je dirais, honorés par tout le parcours et les études qu'ils avaient fait dans cette école-là, AgroParisTech, HEC, Polytechnique, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Ils s'appellent les bifurqueurs. Et ils ont fait le serment de ne jamais appliquer les valeurs qu'on leur a enseignées durant leur cursus. Au nom justement de la disruption de la nouvelle génération et du fait que ce système n'est fait que pour détruire l'humanité. Donc le problème, il est bien entendu très important parce qu'il est contemporain et il s'articule avec la génération de l'éco-anxiété. Et c'est partout, c'est dans le monde, partout dans le monde. Chef d'entreprise qui a une usine dit qu'il interdit le télétravail. Ce n'est pas normal que les 600 ouvriers n'ont pas ce loisir-là. Ça nuit à l'efficacité du travail, et il dit qu'il est très en colère quand les collègues qui travaillent dans un bureau s'envoient des emails. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est complexe. C'est très complexe, mais alors d'abord, je voudrais revenir ça. Je pense à mon équipe où j'ai des jeunes qui sont formidables, qui sont impliqués, qui réagissent à n'importe quelle heure. Je ne leur demande pas, sinon voilà. Mais donc il y en a quand même. Il faut pas exagérer. Quand ça les intéresse, quand on les mobilise, quand on donne des responsabilités, ça les intéresse. Ne généralisons pas. Mais il y a un phénomène de fond. C'est un phénomène de fond, mais laissez l'entreprise agir, laissez les chefs d'entreprise. Moi, j'ai eu dans mon bureau un type que j'ai recruté qui s'est penché en arrière dans son fauteuil, ce qui est un geste assez symptomatique de recul, et qui m'a dit, bon, alors, qu'est-ce que vous allez me dire pour me donner envie de rentrer chez vous ?
Voilà, c'est quand même stupéfiant. Je dis, écoutez, vous savez quoi, j'ai une bonne idée, vous allez prendre la porte et vous allez essayer chez quelqu'un d'autre. Parce que j'ai trouvé ça hallucinant. Un autre qui arrive en jean et en t-shirt, et je dis, vous avez une tenue là pour une entreprise qui... Oh, il dit, mais c'est fini ça, mais on vient comme on veut, c'est fini. Je dis, écoutez, oui, mais comme moi je m'habille un peu et que je fais des efforts, allez ailleurs, vous serez mieux. Donc je crois qu'il y a aussi un besoin de remettre les choses à leur place. Quand à discuter, on est obligé, arrêtez de dire aux chefs d'entreprise, adaptez-vous. On a compris tout ça avant tout le monde et on n'arrête pas. On demande tout à l'entreprise, de prendre soin de la santé des salariés, de voir s'ils sont heureux, de les intéresser au boulot, de les augmenter, de payer ou pas payer les heures supplémentaires. On ne sait pas s'il faut le faire ou pas. Donc oui, on nous demande tout pour rendre les gens heureux et ils veulent pas être heureux chez nous. Alors, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on va avancer un petit peu dans nos sujets. Michael Darmon, vous aviez un coup d'interrogation, on va dire, pour rester... Oui, je m'interroge si c'est un coup de gueule ou un coup de... Oui, c'est un coup de gueule ou plutôt. Un coup comment dirais-je, de stupéfaction, on va dire. Parce que on a assisté quand même dans la nuit de samedi à dimanche à la création d'une coalition ad hoc occidentale qui est venue soutenir Israël dans son attaque face à son attaque par l'Iran des missiles et des drones. Et puis donc on a bien entendu immédiatement la Jordanie, les Britanniques, les Américains, l'Arabie Saoudite, et puis petit à petit, on a entendu comme une information non officielle, pas vérifiée, que les Français aussi auraient participé à quelques interceptions de missiles. Information qui est restée sans confirmation pendant tout le week-end parce qu'on avait compris dans quel embarras cela plaçait les Français. Et surtout, cette information avait été révélée parce que justement, les Israéliens ayant vu à quel point les Français arrivaient sur la pointe des pieds, ils ont dit on va outer et on va dire oui, les Français sont là également. Ce serait bien qu'ils assument. 48 heures sans information officielle, jusqu'à ce que le président de la République, sur une chaîne de télévision et de radio hier matin, confirme la participation de la France, tout en disant mais non, c'était pas du tout pour en fait intercepter les missiles iraniens, c'était parce qu'il fallait protéger quelques emprises qu'on avait dans la région. Donc franchement, là je pense que on est arrivé, on le dit chaque fois, mais c'est confirmé chaque fois, on est arrivé au bout du bout de ce en même temps qui, au fond, ne veut plus rien dire et explique peut-être d'ailleurs sur quoi certainement on va arriver tout à l'heure, c'est-à-dire l'état de désaffection et de défiance des Français à l'égard du président de la République. Oui, c'est une réaction sur... Oui, moi je crois que ces choses-là, enfin, sur des sujets internationaux, comme on ne peut pas rester dans l'ultra confidentiel, je pense que parfois il vaut mieux que les choses soient très claires, affirmer sa politique clairement et sans embâche. Et s'agissant du régime des mollahs, je pense qu'on aurait tort de ne pas dire très clairement que ce ne sont pas nos amis. Voilà, c'est tout. Oui. François, je crois que, mais je suis d'accord avec ce qu'a dit Michael Darmon, mais j'ai entendu Villepin qui le justifiait un peu. Parce qu'il expliquait que pour lui, il est clé que la France reste entre les deux pour jouer les intermédiaires, en fait. Qui était un peu le rêve de Macron avec Poutine aussi. Oui, mais c'est toujours c'est idiot, je suis d'accord, surtout que la France a quand même voulu créer une coalition anti-Hamas il y a quelques mois qui est tombée à l'eau. Absolument inepte également. Donc c'est un des mouvements... ce qu'il faut dire, c'est la diplomatie, c'est spécial. Elle veut être tout le temps en même temps partout. Elle est en fait nulle part. Et quand on est entre les deux, on tombe entre les deux. C'est vrai, mais la diplomatie, c'est quand même très particulier. Moi, j'ai très bien compris que le président de la République... Pardon ? Il a supprimé le corps des diplomates. Non, mais je parle de la diplomatie du président lui-même. Quand au début, il a essayé de négocier avec Poutine, tout le monde a hurlé. Quand il a dit on part en guerre, tout le monde hurle. C'est vrai que c'était les deux extrêmes, je suis d'accord. Ouais, mais juste une chose. Là, on est quand même sur des attaques. Et c'est vrai qu'il faut de temps en temps, et pourtant je suis l'un de ceux qui, à une période de cette décennie, de la décennie précédente, je disais, essayons sur les histoires d'armes atomiques et essayons de discuter le maximum
maximum avec les Iraniens. Sauf qu'à un moment, une fois qu'on a épuisé la discussion, il faut choisir son camp et dire, voilà, là c'est stop puisqu'il y a des attaques et il s'agit d'arrêter des attaques. Voilà. Ouais, absolument. Oui. C'est tout. Ouais. C'est pas partir en guerre contre les Iraniens. On n'a pas dit on participe on leur a à quand même dit, non Pas les Iraniens, la monarchie. La monarchie, oui. Oui, mais on comprend que le président puisse aussi peut-être réserver... quand même, parce que dans l'état du monde actuellement... Il y a toujours une peur française de dire il faut préserver un tel et préserver un tel et faire attention à tel intérêt. On parle un peu d'Algérie, on parle un peu de Maroc, finalement on n'est ni amis avec l'un ni amis avec l'autre. Et en fait, il faut savoir que dans les couloirs internationaux, comme on dit, quand on parle avec c'est des personnalités du monde international, on se gausse de la France, tout simplement. On rigole. On le voit dans les séries américaines, c'est assez intéressant. Quand il y a un Français, regardez Occupied, une série que je vous conseille, qui est très drôle sur la Norvège qui se fait envahir par les Russes. Il parle du français. De toute façon, il ne faut pas avoir confiance. Et puis à la fin, il dira oui, mais on n'a pas confiance. On est perdu. Il faut arrêter de se dénigrer aussi. J'observe comment on est. Excusez-moi, montrez-moi un théâtre diplomatique aujourd'hui sur lequel la France a un succès. L'Afrique, virée par Wagner, le Liban, un carnage, le Moyen-Orient, une absence, l'Indo-Pacifique, viré par les Américains. Pardon, elle est où la présence française? Qui a des succès? Les Américains, les Russes, les Chinois, les Iraniens, les Saoudiens. Ils sont quand même présents en guerre. Peut-être que nous avons aussi, et c'est une réflexion que je mène sur les sujets internationaux, peut-être que nous avons aussi un problème de positionnement, c'est-à-dire qu'en fait, on veut être un pays des droits de l'homme, on veut être un pays de la démocratie, on veut aussi affirmer le droit, mais vous voyez, je pense qu'à force de vouloir être on est mégalo, ça nous empêche d'être très clair. Par exemple, les Chinois, ils vous disent, nous, on défend pas, on défend qu'un seul système, c'est notre système, et on n'a pas intention de l'imposer ailleurs. On défend nos intérêts, et on n'a pas d'amis, on a des intérêts clairement avoués, qui sont soit stratégiques, soit économiques. Comme ça, au moins, ils sont sûrs d'être, c'est limpide. Nous, on veut un petit peu se donne une importance que nous n'avons pas. Peut-être qu'il faut repenser. Et on a les dom-toms que les Américains appellent régulièrement les French colonies. Les Américains ne comprennent pas qu'on a des petits bous partout dans le monde qui sont la République française. Et un auditeur me fait remarquer assez justement qu'il y a une opération Place Nette qui a été lancée à Mayotte où on a envoyé 1700 gendarmes CRS pour maintenir l'ordre. On est à 100 jours effectivement des Jeux Olympiques. On se demande un petit peu comment sont faits les choix de répartition des forces de l'ordre. C'est une réflexion intéressante. Alors c'est une réflexion, mais c'est une réflexion, mais et je l'ai déjà dit sur vos antennes, je voudrais quand même faire remarquer que la violence et la drogue dans les départements d'outre-mer sont le premier criminel, sont un criminel de guerre. Un peu partout, je veux dire, à due proportion, on est bien au-dessus de ce qui se passe à Marseille. Et pourquoi est-ce qu'on garde ces territoires d'outre-mer? Moi, j'ai jamais compris. Ça, c'est encore un autre débat. On ne les garde pas parce qu'ils ne sont pas une propriété. Ce sont des territoires français. On n'a pas à les garder ou pas les garder, ce sont des Français. Voilà. Donc, je ne suis pas d'accord sur l'expression que je conteste complètement. Ils veulent leur indépendance, pourquoi on leur donne pas? Non, ils ne veulent pas leur indépendance. Mayotte a voté... C'est autre chose. Non, mais attendez, Sophie, c'est qui il? Non, Mayotte a voté pour et les dom-toms ne veulent pas de leur indépendance. Je pensais à la réflexion, effectivement, où on dit les colonies françaises un peu partout. C'est les Américains qui disent ça. Les Américains. Donc c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres pays comme ça? Non, mais ils veulent leur indépendance. Je comprends pas votre réflexion. Ils veulent leur indépendance, je comprends pas. Le il face au nous. Bon, juste pour dire que le Mayotte, c'est des îles. Les îles, oui. Non. Bon, peu importe. Mayotte, c'est 11 semaines pour 1700 gendarmes. Il y a un sujet aussi. 1700 gendarmes pendant 11 semaines. Et les Jeux Olympiques vont avoir besoin de renforts. Et je voulais juste faire un mea culpa, parce que je suis tombée dans une fake news, moi, hier. Et je m'excuse auprès du ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Tout le monde a ricané en disant il n'y a pas d'ambassadeur d'Iran en France. Et effectivement, il l'a dit, sauf qu'hier, il y a des comptes, comme celui de Florian Philippot, qui ont dit il n'y a pas
d'ambassadeur d'Israël, il y a un chargé d'affaires, on sait mieux que lui, etc. Et donc Stéphane Séjourné a dit qu'effectivement c'était un mensonge vu plus d'1 million de fois. Les démentis sont passés inaperçus. Il y a bien un ambassadeur d'Iran à Paris. Oui, mais il est très récent. Ça fait un mois. Ça fait un mois. Il est là depuis un mois. Il a pris ses fonctions. Il a été convoqué d'ailleurs. Oui, mais sauf qu'on a glosé sur le fait qu'il n'y avait pas d'ambassadeur. Il y a bien un ambassadeur. Donc ces gens ne savent pas mieux que le ministre des Affaires étrangères. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Nous parlions, peut-être qu'on peut continuer à parler du conflit au Proche-Orient et de cette attente. Vous, Sophie, vouliez témoigner du retour d'un de vos amis d'Israël ? Oui, je dois dire que plusieurs témoignages. Je suis très étonnée des gens qui reviennent de vacances en plus, parce que des gens qui vont passer des vacances, qui ont de la famille, et qui disent ils ont un moral d'acier. C'est un pays qui pense actuellement c'est négatif, c'est pas ils pensent qu'à faire la fête, mais enfin ils font la fête, ils aiment ça. C'est un pays qui est optimiste. C'est assez, pour nous, ça paraît très étrange. Et Israël est absolument convaincu. Et c'est vrai que c'est un pays dont on veut la peau de tout autour de lui depuis qu'il existe. Donc ils ont l'habitude de ça. Et je suis très étonnée de voir que les gens partent tranquillement se baigner au bord de la mer et faire du tourisme en Israël. Et en reviennent. Ils sont très convaincus que d'abord ils sont pas responsables de ce qui se passe, parce que on a alimenté financièrement le Hamas. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont été attaqués. Ils ont réagi ce qui leur paraît normal. Quand on attaque effectivement une ambassade, alors je crois pas que ce soit une ambassade directement d'ailleurs. Mais enfin bon, l'Iran a répondu. Donc je suis étonnée du climat que nous leur prêtons et du climat qu'il y a en Israël, clairement. Et donc, c'est un pays qui a toujours été en guerre et qui a su s'adapter et qui vit comme ça. Oui, tout d'abord, il a toujours été en guerre. Et puis, j'ai envie de dire, quand on regarde un peu l'histoire, dans un grand nombre de pays en guerre, eh bien les gens continuent à vivre, parce qu'au-delà d'aller à la plage, on a vu comment pour nous c'était difficile à l'époque du Covid d'être complètement enfermé. Quand on est enfermé plus dans un contexte conflictuel fort, eh bien oui, heureusement qu'ils peuvent encore sortir, qu'ils peuvent à peu près vivre normalement. Le pari de l'ordre de ils bossent, ils ont des boîtes qui marchent bien. Pendant la guerre, les gens sortaient un petit peu aussi dans Paris, parce que ce sont des bouffées d'oxygène dont on a besoin. Oui, Michael. Alors moi je dirais que c'est plus un pays en vie qu'un pays en guerre. Oui. C'est un pays qui d'abord a le sentiment d'être protégé parce que effectivement la technologie récente avec le dôme de fer a permis ce week-end à 9 millions de personnes d'être tout simplement protégées. Oui. Il faut quand même savoir que l'ironie de l'histoire, c'est que le dôme de fer a arrêté un missile qui allait directement percuter la mosquée d'Al-Aqsa. Moi, j'ai entendu qu'elle la survolait, en fait. En fait, on voit dans les images le moment d'interception. Enfin, en tout cas, on voit bien qu'il y avait quand même des risques pour les lieux saints, et en particulier peut-être aussi ceux de l'islam. Donc ça, c'est à mentionner. C'est un pays qui, effectivement, organisé depuis le début de sa création en 48. Non, moi, je dirais pas en survie, en résilience, en désir de vie. Et au fond, je dirais que en boutade, on peut dire, mais c'est une réalité aussi, que lorsque le peuple d'Israël est au bout du rouleau, il recommence. Ouais. Et en fait, c'est ça la logique qui parfois échappe aussi à la compréhension, et qui génère aussi une forme, je dirais, parfois d'irritation et voire après un peu plus d'hostilité à l'égard de certaines sociétés qui ne comprennent pas le mystère de cette à la fois fierté nationale, de cette envie de vivre et capacité de dire au fond on ne compte que sur nous-mêmes, donc on va compter sur nos propres talents. Et ce qui agace considérablement, c'est effectivement ce mantra qui avait été posé à l'époque par Golda Meir, et qui au fond il y a 50 ans elle était clouée au pilori parce qu'elle avait été responsable du dysfonctionnement qui avait abouti à la guerre de Kippour. Aujourd'hui, on ne cite que d'elle,
on ne cite qu'elle, pardon, avec en particulier ce mantra quand elle dit aux pays extérieurs, nous préférons vos critiques à vos condoléances. Absolument. Et en plus je voudrais revenir moi aussi dans cette actualité, sur cette conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan qui figure donc sur sa liste, une conférence qui doit se tenir à Lille avec Jean-Luc Mélenchon, et sur l'affiche qui annonce ce meeting, qui est organisé à l'initiative d'une association étudiante pro-palestinienne. Il y a un logo sur lequel figure un territoire englobant Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza, sur lequel est opposé le nom Libre Palestine, et donc sur lequel il n'y a pas Israël. La question, est-ce que Jean-Luc Mélenchon doit participer à ce débat? Et à l'Assemblée, quand on entend ce type de l'Assemblée nationale française... Ça va aller plus loin. Jean-Luc Mélenchon, non seulement il participe à ce genre de débat, non seulement il participe à véhiculer ses propos antisionistes et antisémites de haine, ça c'est évident, et il a été, apparemment, j'ai cru comprendre qu'il avait, pour la campagne à venir des européennes, l'intention de mener également plusieurs débats et plusieurs meetings dans les quartiers. Donc Jean-Luc Mélenchon, au fond, il cherche à tout faire pour rester le candidat de LFI en 2027, dans une dérive habituelle, que l'on connaît et qui même mérite presque plus de commentaires. C'est quand même dans une université française. C'est une question, Michael, vous venez de dire, et c'est intéressant, vous dites, il envisage de faire des conférences de ce type dans les quartiers. C'est bien cela. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Non, mais donc, moi, ce que j'entends et ce que je comprends, c'est qu'en fait, on est en train d'organiser, de renforcer le clivage au sein de la société française. On est en train de faire des ghettos. On va dans des ghettos déjà constitués. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit tout simplement. Ce que je constate, c'est que Jean-Luc Mélenchon est, entre guillemets, toujours candidat à être président, Premier ministre, qu'on veut. Voici un dirigeant français qui, dans sa politique du quotidien, dans ce que je comprends, non seulement il ne dit pas réconcilions le pays, mais il entretient cette division. Voilà, c'est une fois de plus, c'est la preuve. Que ce soit son fichier clientèle étant l'islamo-gauchisme, il va aller au cœur du fichier clientèle. En avocat, je dirais que lorsqu'il y a des arguments supplémentaires, je fais simplement relever qu'on continue dans ce sens-là. Voilà, absolument. François Monboise. Non, mais il souffle sur cet antisémitisme qui est très fort dans la plupart des pays occidentaux depuis le 8 octobre, ce qui est complètement paradoxal, parce que Israël a été attaqué et il y a une réaction qui a déclenché l'antisémitisme. Exactement, mais le niveau d'antisémitisme dans les facs américaines est redoutable, à Londres aussi. Sur la conférence à Lille, moi, je pense que cette conférence, c'est choquant ce qui va être dit, mais dans une université, la parole doit être libre. Ce qui est choquant, c'est que je pense qu'une autre conférence avec Georges Bensoussan, par exemple, ne serait pas possible dans les universités. Absolument. Comme à Sciences Po. C'est toujours du même côté. Sciences Po a reçu Madame Albanaise, qui est vraiment antisioniste et limite. Il n'y a pas de place au racisme quand même. Si. Madame Albanaise, elle a eu des propos, la représentante de l'ONU chargée de la Palestine, qui sont redoutables contre Israël. Oui, mais bon. Parlons de toute autre chose avec le salaire de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, 36 millions d'euros par an. Je rappelle que effectivement, Kylian Mbappé en gagne le double, et c'est ce que Geoffroy Roux de Bézieux avait dit. Carlos Tavares, c'est notre Mbappé. Alors, ça choque. Vous qui êtes chef d'entreprise aussi, vous n'êtes plus, mais vous êtes choqué ou pas ? Alors, c'est un sujet compliqué. Juridiquement, il a tout à fait le droit. Il pourrait même gagner le double. Mais dans une société, il y a des limites. Il y a la common decency dont parlait Orwell. Ça ne choque pas la société. Non, c'est ça. Oui. Et Taylor Swift non plus, ça choque pas les Américains. Par contre, ce qu'il faut dire, parce que on le passe complètement sous silence, et c'est ça le dommage, c'est que Tavares réussit des choses absolument exceptionnelles. C'est le seul à faire des voitures électriques profitables aux États-Unis. Il y a un article du Wall Street Journal qui a été repris dans l'opinion, où les Américains sont babas, parce que Ford perd des milliards, je crois qu'ils ont perdu 5 milliards sur les voitures électriques. Il est le seul à réussir. Absolument. Mais de là à faire voter ce salaire qui choque tout le monde, moi je trouve ça ridicule. Il travaillerait aussi bien avec un salaire moindre. Et il devrait comprendre, parce qu'il est super intelligent, que ça choque, que c'est quelque chose
il aurait une image extraordinaire en tant que patron, vu ce qu'il fait, s'il avait un salaire dans la moyenne des patrons de l'industrie automobile. Ouais. Alors, il a précisé que 90% de son salaire dépend des résultats de Stellantis, et il dit ça prouve que les résultats de l'entreprise ne sont apparemment pas trop mauvais. Si vous avez la performance de mes concurrents, le salaire aurait été beaucoup plus faible. Il l'a dit avec humour, mais c'est son succès, ce que vous dites vous, c'est son succès qui fait que il a cette rémunération-là. Sophie ? Oui, je comprends que des sommes très élevées puissent choquer, mais je comprends pas pourquoi on accepte qu'un très bon joueur de foot gagne le double d'un très bon chef d'entreprise. Voilà. Alors moi je vais vous dire, je comprends pas qu'un joueur de foot et quelques joueurs en soient à des sommes considérables. Je ne le comprends pas, non pas que je l'interdise, attention, je ne le comprends pas parce que l'argent a aussi perverti le sport. Voilà, ça c'est déjà une chose. Et effectivement, je suis choqué que l'on dise Tavares gagne tant et qu'on ne soit pas aussi choqué, je parle dans l'opinion publique, pour Mbappé ou un autre. J'ai rien contre Mbappé, bien au contraire. En revanche, en fait, l'histoire des 36 millions, je pense que c'est un débat interne. Et là où je suis plus gêné, ça ne me choquerait pas si au sein de l'entreprise, toute la chaîne de valeur était bénéficiaire de ce profil-là. Parce que dire qu'il réussit très bien, et je suis d'accord, sauf qu'il ne réussit pas tout seul. Il réussit parce que derrière, il y a des milliers de gens, il y a des équipes. Et ce que je dis aux dirigeants, et c'est là où nous devons profiter de cette situation, profiter de cela pour pouvoir avancer sur le débat qui doit nous permettre de renouer le dialogue entre parties prenantes et entreprises. C'est que l'entreprise aujourd'hui a des responsabilités. Aujourd'hui, il y a la responsabilité sociale européenne qui va imposer de plus en plus que tout au long de la chaîne de valeur, y compris à l'étranger, on va demander des comptes, etc. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse de la façon dont tout le monde doit tirer profit. Et on y a réfléchi à éthique, vous avez tout à fait raison. Et on y a réfléchi, on s'était dit qu'il y a des boîtes, par exemple Total, ils sont très bien payés. Et même Isabelle Patrier chez Total m'avait dit, et même à chaque fois qu'il y a des résultats, ils sont très bien traités, pas forcément en salaire, il y a des primes, etc. Et il y a un moment où on peut pas avoir des boîtes qui paient beaucoup plus que toutes les autres leurs salariés, que c'est aussi une forme de disproportion. Pourquoi est-ce qu'une entreprise y aurait des salaires incroyables ? C'est très compliqué l'équilibre des salaires. Ça, je vois bien le sujet, mais il n'y a pas que la question du salaire. Parce que derrière les profits, il y a la manière dont les gens travaillent, il y a la manière dont les équipes parfois. Chez Total. Ne limitons pas le débat à Total. Il y a pas de Total. Et puis les choses sont pas aussi. C'est pas aussi comme ça. Ça, c'est la version d'une personne. Mais peu importe. C'est pour ça qu'il ne faut viser aucune entreprise. Je dis simplement, c'est que derrière, c'est l'écart de rémunération. Derrière, il y a la façon dont on va travailler, il y a les conditions de travail, il y a tout ce qui va faire qu'on va faire du profit. Beaucoup de profit ou moins. Voilà, c'est l'équilibre à trouver pour que chacun. C'est vrai, cela dit, il faut savoir que la vie n'est pas juste. Il y a un moment où on veut à tout prix. On peut imaginer. La vie n'est pas juste. Oui, mais elle n'est pas égale. Elle n'est pas juste. On peut essayer, d'aller dans le bon sens et s'interroger. Non, mais s'interroger sur ces écarts, On va y revenir. Si les choses étaient aussi, vous dites la vie n'est pas juste. Acceptons en quelque sorte les choses comme ça. Moi, j'entends aussi justement tous ces cadres dirigeants. Moi, je suis désolé. La souffrance au travail, les conditions de travail pour parvenir à cette... Elle n'a jamais été aussi faible. Non, mais arrêtez de dire ça. On y revient dans un instant. Répondre ça à des gens qui vous disent je souffre. On y revient. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Juste pour conclure le sujet, ce qui est choquant, c'est l'écart abyssal quand même entre la rémunération d'un grand patron. Et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye... C'est une question personnelle parce que justement, on vient de dire que les résultats sont fonction du profit, etc. Mais on peut renoncer. On peut renoncer. Que lui renonce. Oui, on peut renoncer. Mais s'il n'a pas envie. Non mais c'était pas la question. J'ai pas dit qu'il avait envie. Je dis qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On peut renoncer ou on peut dire écoutez, on revient sur on donne un chiffre inférieur parce que il va ailleurs.
Mais et alors, parce que vous pensez que la terre n'est faite que des vous savez, le Père Lachaise est rempli de gens qui se croyaient, le Père Lachaise est rempli de gens qui se croyaient indispensables. Mais non, mais peut-être, mais la concurrence existe. Mais franchement, Sophie, non, mais si vous dites à Tavares aujourd'hui, n'importe qui est prêt à lui donner le double. Il a 65 ans, Tavares. Mais qui l'a 65. Mais vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est la France et le rapport de nos concitoyens. C'est aussi de la manière dont nous faisons société. Pardonnez-moi, mais c'est ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la liberté. Mais je vais vous dire, moi aussi je suis attaché à la liberté. Mais ce qui m'intéresse, c'est la France, c'est le rapport de nos concitoyens à leurs entreprises et à la société, c'est faire société en France, faire société ensemble. Et qui seront moins jaloux millions, aussi. mais attendez, 36 millions lorsque le salaire médian est à 2700 €. C'est énorme. On est d'accord, c'est indécent. Alors, c'est indécent. Mais c'est indécent de faire la grève aussi au moment des Jeux Olympiques dans la fonction publique. Mais je vous ai dit tout à l'heure que je ne comprenais pas ceux qui faisaient grève à 20 ans pour leur retraite. Et dans la fonction publique au moment des Jeux Olympiques. Mais c'est pas parce que je comprends certaines choses que je ne peux pas aussi comprendre. Je suis d'accord. Quelques mots sur, sur ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. 74% des Français sont mécontents. Michael Darmon, ce chiffre est assez vertigineux. On voit qu'il perd sur tous les items, qu'il est. Oui, on est dans une évolution logique de déconnexion. Des Français à l'égard de leur président qui ne comprennent plus à bien des égards, qui parlent tout le temps, qui à la fois sélectionneur, porteur de flammes, maire des grandes villes, s'occupant de la police, s'occupant de tous les gouvernements, de toutes les politiques publiques, remplaçant ses ministres, parlant à la place du Premier ministre. Bref, celui qui à l'époque où il voulait, quand il challengeait François Hollande, critiquer la présidence bavarde de son prédécesseur, l'a dépassé et de loin. Donc de ce point de vue-là, oui, il y a une déconnexion, mais qui n'est pas, je pense, conjoncturelle. C'est une évolution qui a commencé avec les Gilets jaunes, qui restera, lorsqu'on analysera la décennie Macron comme étant la rupture matricielle entre les Français et leur président, parce que qu'est-ce qu'une rupture matricielle ? C'est-à-dire qui a été fondateur, c'est ça. C'est à partir de là que le quinquennat s'est arrêté. D'accord. Que le président Macron n'a plus aucune possibilité de renouer un lien avec les Français, d'autant plus que l'on a vu, malgré cette mise en scène de ce grand dysfonctionnement qui avait été le grand débat, parce que au fond, une virtuosité pour parler pendant 8 heures tout seul, ça montre bien qu'il y a un grand problème. On n'avait pas élu ce président pour qu'il fasse le tour des platanes et des mairies pour demander comment ça marche et expliquer ensuite comment ça marche. Donc de ce point de vue-là, on voit bien que on est sur un mode de fonctionnement totalement dysfonctionnel, qui en plus corroboré par maintenant la tribu de plus en plus grande d'anciens conseillers du président Macron qui ont tous approché de près le mode de fonctionnement et qui racontent des choses absolument stupéfiantes. Donc ça va se terminer comme ça devrait se terminer, c'est-à-dire assez mal. Et moi, la grande crainte qui a été exprimée par Astrid Panossian, compagne de route de En Marche d'Emmanuel Macron dès les premiers temps, qui au début du deuxième mandat, dans une réunion de Renaissance, a exprimé cette crainte avec cette formule qui m'a sidéré en disant: je crains que Emmanuel Macron ne soit le Barack Obama français, c'est-à-dire qu'il nous aura amené, après 2 mandats, le populisme. Ouais. Alors, François Monboise, peut-être quelques détails sur notre sondage, à savoir que la lutte contre le terrorisme est le domaine d'action du président évalué le plus positivement avec 43%, mais ça reste quand même minoritaire, suivi des relations avec l'Union européenne, la défense de la laïcité, 31% des Français sont satisfaits. En revanche, inégalité entre les territoires, pouvoir d'achat, dette publique et déficit sont extrêmement mal notés par l'ensemble des Français. François Monboise. Oui, je ne sais pas quel était le niveau de popularité de Hollande au même niveau 3 ans avant la fin, ou Sarkozy. Les Français ont tendance à s'enthousiasmer pour un président et après effectivement être très sévère. Ouais. Mais là où je suis d'accord avec Michael Darmon, c'est qu'il y a un peu une déconnexion entre la parole du président et... Une totale déconnexion. Il est plus tellement entendu quand il passe maintenant sur les chaînes, et les gens ne retiennent pas grand-chose de ce qu'il a dit, parce qu'il parle de beaucoup de sujets, et en rentrant dans un niveau de détail qu'il ne devrait pas faire. Enfin, c'est pas un président qui doit parler des cours de théâtre dans les collèges, surtout que ça y est, ça a fait pchout.
On a l'impression qu'il lance des tas de choses et là j'ai entendu. Ce qui est très, je partage tout à fait. Je finis. Ouais. Donc moi je suis un peu inquiet comme vous parce qu'il reste quand même 3 ans. Il reste 3 ans. Il reste 3 ans et on a l'impression en voyant la vie politique que c'est fini là. Non. Que l'élection du 9 juin on change, mais non, on continue. Ouais, alors juste un petit mot. Vous avez raison. Et ce qui m'étonne, j'ai bien connu Emmanuel Macron à l'Élysée avant, au début, etc. Et je suis stupéfaite de voir le changement complet d'un homme. Et donc, finalement, c'est un type formidablement intelligent qui n'a pas les défauts qu'on peut lui donner. Et je crois qu'il y a un problème psychologique. C'est la captation du pouvoir, et il veut s'occuper de tout. Alors, il est agacé, ça je l'ai appris directement, très agacé que les choses n'aillent pas vite. Il demande quelque chose, il voudrait que ce soit fait dans les 3 jours, et en France, ça prend 6 mois. Donc, il a un problème psychologique. Je crois que c'est pas une inaptitude à gouverner ou à comprendre les choses. Il n'est pas tout seul, hein. Enfin, je veux dire, non, mais il a un problème psychologique. Ouais. C'est-à-dire qu'il veut tout gérer, il veut avoir les ministres, il fait les annonces avant eux, il annonce des choses absurdes parce qu'il veut aller à tout prix quelque part. Il laisse même pas Rachida Dati annoncer une mesure sur le livre. C'est lui qui doit le faire au salon du livre. Donc c'est un vrai problème psychologique. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est que ça peut pas continuer 3 ans comme ça. Mais ça va continuer 3 ans comme ça. Bah, ouais. La Constitution étant ce qu'elle est, ça va continuer. Sauf à ce que le président ne démissionne, sauf à ce qu'il nomme un autre Premier ministre, etc. Et même quel que soit le Premier ministre qui pourrait nommer, ça ne devrait pas changer. Moi, juste une réflexion, parce que je ne connais pas le président de la République. Ce que je me dis, c'est que c'est vrai que le quinquennat a beaucoup changé notre modèle institutionnel, notre modèle présidentiel, qui est devenu un vrai modèle, un vrai régime présidentiel à l'américaine, mais sans le contrepoids parlementaire, avec des parlementaires qui seraient plus forts, avec des parlementaires qui pourraient procéder à des contrôles. Vous voyez, par exemple, je rencontrais hier un ancien ministre qui me disait le pouvoir de contrôle du Parlement est quand même très faible sur le gouvernement, et on découvre, et on nous dit, je dis bien on nous dit, que depuis plusieurs années on a dépensé 1000 milliards en l'espace de 7 ans, mais pourquoi est-ce et on a voté en même temps des budgets qui ne correspondaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est le pouvoir de contrôle du Parlement? Donc vous voyez, c'est cela qui m'inquiète. C'est-à-dire qu'au-delà de la personne de tel ou de tel, on peut se poser le sujet du fonctionnement de nos institutions, en tout cas des clés pour que ça fonctionne mieux, parce que demain, on aura un autre président, ça pourrait être aussi la même chose, parce qu'il me semble bien qu'on reprochait aussi à M. Hollande, on a eu reproché à M. Sarkozy, etc. Donc voilà, c'est François, un élément la particularité de la France, c'est que dans tous les autres pays démocratie occidentale, il n'y a jamais un parti qui a la majorité à l'Assemblée, mais il fait des alliances. Ça prend du temps, mais il y a des alliances qui sont faites. Absolument. Parfois, on attend. En Pays-Bas, tout est bloqué parce que le parti majoritaire, c'est le parti d'extrême droite. Personne ne veut s'allier, mais il n'y arrive pas. Mais on va faire des alliances. Nous, en France, dès que l'élection législative a été connue, le PS d'un côté et LR de l'autre, on dit on ne gouvernera pas avec Macron. Donc, il est minoritaire. Et il va rester minoritaire à l'Assemblée vu la popularité. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus de loi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de budget rectificatif parce qu'ils ont peur, le gouvernement a peur d'une motion de censure. Il n'y a pas de grande loi sur l'énergie. Lescure a dit qu'on le ferait par décret. Et donc le gouvernement ne peut plus passer de loi maintenant. Mais François, je voudrais rajouter un mot. Terrible. C'est que, je pourrais rajouter un mot. C'est que même lorsqu'il y a pas de grandes alliances comme aux Pays-Bas ou en Allemagne, mais par exemple, les Allemands vont jusqu'à rédiger dans le détail le programme. Alors ça a aussi l'excès, ça a aussi sa limite. Mais entre les deux, c'est pas faire en même temps, mais de retrouver le point d'équilibre entre l'absence de coalition, l'absence de majorité, l'absence de programme clair. Eh bien, il y a un président qui peut ou pas tout faire, et puis on est dans cette situation. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les 4. Très bonne journée sur Sud Radio.